Vous regardez Medi 1 TV Afrique, votre journal c'est tout de suite et voici les titres qui dominent l'actualité. Le sommet Europe-Afrique s'est achevé hier dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Suite aux propositions contre le trafic d'êtres humains, le roi Mohamed VI a donné son accord pour mettre des avions à disposition de la Task Force pour le rapatriement des migrants bloqués en Libye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est une nouvelle fois réuni autour du cas nord-coréen. Après le nouveau tir de missiles de Pyongyang, les États-Unis prônent notamment un embargo pétrolier. Si la Chine et la Russie condamnent ce nouveau tir, ils optent plutôt pour la négociation. Et pour le tirage au sort de la phase finale de Coupe du Monde de football en Russie, les poules seront connues aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur Medi 1 TV Afrique. Avant le développement des titres, sachez que le roi Mohamed VI a présidé une veillée religieuse en commémoration de l'Aïd al-Maoulid al-Nabawi al-Sharif, l'anniversaire du prophète. Il était accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, mais aussi du prince Moulay Rachid et du prince Moulay Ismail. C'était hier soir à la mosquée Bard à Rabat. Et puis toujours à l'occasion de l'Aïd al-Maoulid al-Nabawi al-Sharif, le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 724 personnes condamnées par les différents tribunaux du royaume. Certaines sont en détention et d'autres en liberté. Un communiqué du ministère de la Justice précise qu'en tout 517 personnes en détention bénéficient de la grâce royale. Le sommet Europe-Afrique s'est achevé hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 2 jours de travaux sur l'avenir de la jeunesse qui ont débouché sur des propositions concrètes sur l'immigration. Et le roi Mohamed VI a donné son accord pour mettre des avions à disposition de la Task Force pour le rapatriement des migrants bloqués en Libye. Les détails maintenant avec ce récit d'Anissa Araou. Pour différents chefs d'État africains, il est temps que les promesses laissent place à l'action. Le 5e sommet Europe-Afrique s'est achevé jeudi à Abidjan sur des engagements forts concernant la lutte contre le drame de l'immigration clandestine en Libye. Après le scandale international né de la diffusion d'images de la mise en esclavage de migrants, l'immigration s'est imposée comme le thème majeur du sommet. Parmi un ensemble de promesses, le Maroc a fait clairement savoir sa position et a proposé une aide concrète et immédiate. Je pense que nous avons pris des décisions très importantes. Le président Macron nous a informé que le roi du Maroc a décidé de mettre des avions à la disposition de la Task Force pour aller chercher immédiatement les réfugiés. Ce que nous sommes félicités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique n'attend pas tout de l'extérieur. Nous sommes capables nous-mêmes. Mais nous avons demandé que l'Union européenne appuie les efforts du Maroc pour qu'on puisse rapatrier le plus rapidement possible les 3800 qui sont sur la route de l'aéroport. Outre l'aide du roi Mohamed VI, Alpha Condé, président de l'Union africaine, a également demandé que des forces spéciales soient mises en place contre les trafiquants d'êtres humains en coordination avec l'Union européenne. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, 3800 migrants en Libye sont à rapatrier d'urgence. Dans une situation inhumaine. Tous veulent le plus rapidement possible sortir de ces guépiers. Et pour cette raison, nous avons convenu de concert avec l'Union européenne et les Nations unies, notamment à travers l'OIM, de mettre en place une task force pour agir maintenant pour rapatrier au moins ces 3800. Une réunion internationale aura lieu le 13 décembre à Paris pour accélérer le déploiement de la force multinationale. Réunion à laquelle seront conviés les partenaires clés de la force conjointe de l'Union européenne, des Nations unies et de l'Union africaine. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est une nouvelle fois réuni autour du cas nord-coréen. Après le nouveau tir de missiles de Pyongyang, les États-Unis prônent de nouvelles sanctions, notamment un embargo pétrolier. Si la Chine et la Russie condamnent ce nouveau tir, ils rejettent fermement la demande américaine et optent pour la négociation. Récit Soa Aboutar.
Je pense que les Chinois font déjà beaucoup, mais nous pensons aussi qu'ils peuvent faire plus avec le pétrole. Nous leur demandons vraiment de couper davantage les livraisons de pétrole. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Une déclaration faite au lendemain d'un appel similaire lancé par l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, devant le Conseil de sécurité. Comme à chaque essai balistique ou nucléaire nord-coréen, l'administration de Donald Trump a soufflé le chaud et le froid après le tir mercredi d'un missile intercontinental capable, selon le régime de Kim Jong-un, de frapper n'importe où aux États-Unis. La Russie a quant à elle dénoncé des provocations américaines visant à faire sortir Kim Jong-un de ses gonds. Rex Tillerson a assuré que les options diplomatiques restaient sur la table pour l'instant, tout en saluant les efforts déjà accomplis par Pékin. Washington semble une fois de plus compter sur les Chinois pour freiner les Nord-Coréens, dont ils restent les principaux partenaires. La Maison-Blanche a cependant relevé que la Chine et la Russie, qui ont voté les 2 derniers trains de sanctions à l'ONU, malgré des réticences, avaient condamné ce tir. La Chine est toujours synonyme de dénucléarisation de la péninsule coréenne, de paix et de stabilité dans la péninsule. La Chine a toujours préconisé le dialogue et les négociations comme moyen de parvenir à un règlement dans la péninsule. Nous avons travaillé sans relâche vers cet objectif. La nouvelle violation par Pyongyang d'une résolution du Conseil de sécurité est une cause profonde de déception. Encore une fois, nous devons faire le point sur le fait que les perspectives de normalisation de la situation dans la péninsule coréenne restent très éloignées. Bien qu'ils condamnent ce dernier lancement de missiles, la Chine et la Russie ont rejeté l'appel américain de nouvelles sanctions pour isoler encore plus la Corée du Nord. La Chine reste réticente au sujet d'un embargo pétrolier intégral, susceptible de provoquer l'effondrement de son voisin, un afflux de réfugiés, voire une intervention militaire américaine à sa frontière. Sur le continent européen, la chancelière allemande Angela Merkel a rencontré hier soir le président des sociodémocrates pour tenter de sortir l'Allemagne de la crise politique dans un contexte alourdi par une controverse autour de l'autorisation du glyphosate. L'entrevue au sommet entre la chancelière et Martin Schulz vise à sonder la possibilité d'une alliance en vue de former un nouveau gouvernement. Depuis plus d'un mois, le pays est dirigé par un cabinet chargé d'expédier les affaires courantes avec la chancelière conservatrice à sa tête et l'incertitude devrait durer jusqu'au printemps. 8 anciens membres de l'exécutif catalan, dont l'ex-vice-président Oriol Junqueras, comparaissent aujourd'hui devant le tribunal suprême pour demander leur remise en liberté. Les 8 sécessionnistes poursuivis pour sédition, rébellion et détournement de fonds publics dans le cadre de l'organisation du référendum d'autodétermination du 1er octobre, interdit par Madrid, sont en détention provisoire depuis le 2 novembre. Ils demandent à être remis en liberté pour pouvoir faire campagne en vue des élections législatives anticipées du 21 décembre en Catalogne. Le lancement de la campagne est prévu lundi. Les discussions sur le processus de paix en Syrie sous l'égide des Nations Unies se poursuivent jusqu'au 15 décembre. Sur le terrain dans la Ghouta orientale, dernière enclave rebelle près de Damas, les enfants syriens subissent, eux, la pire crise de malnutrition depuis le début de la guerre. Récit Radija Ersan. Des rues meurtries qui portent en elles les balafres d'une guerre qui n'aura que trop duré. Nous sommes ici à la ville de Ghouta orientale, petite localité près de la capitale syrienne Damas. Une ville assiégée depuis 2013 par l'armée du régime. Un siège, une guerre qui ont porté un impact catastrophique sur la population de la ville, qui accueille aujourd'hui aussi les populations déplacées des villes de Homs, Alep ou encore Raqqa. À Genève, cette situation a provoqué un énième round de négociations. Et comme le veut la tradition depuis le début de cette guerre en Syrie, les négociations n'étaient pas faciles. La délégation du gouvernement a même retardé sa venue en Suisse pour manifester son mécontentement, car l'opposition avait réclamé une nouvelle fois publiquement le départ du président Bachar el-Assad. Mais l'ONU appelle cette fois à se focaliser sur les choses urgentes, car il y a urgence à Ghouta orientale, où selon l'ONU, 500 malades graves doivent être évacués dans l'immédiat. 500 cas critiques qui risquent la mort si l'armée du régime ne donne pas son feu vert. Alors qu'il a échoué à sortir avec de réels progrès durant les 7 cycles de pourparlers intersyriens, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, tente une 8e fois d'avancer sur un processus politique dans l'intérêt du peuple, dit-il. En attendant, sur le terrain, quelques 400 000 habitants de Ghouta orientale subissent de graves pénuries de nourriture et de médicaments.
Selon les derniers chiffres de l'UNICEF, plus d'un enfant sur 10 souffre de malnutrition là-bas. Au Pakistan maintenant, au moins 9 personnes ont été tuées, une quarantaine blessées aujourd'hui lors d'une attaque contre la résidence de l'université d'agriculture de Peshawar dans le nord-ouest du pays. L'attaque revendiquée par les talibans pakistanais est intervenue alors que le pays célébrait le jour d'anniversaire de la naissance du prophète. En décembre 2014, une précédente attaque des talibans contre une école de Peshawar, dirigée par l'armée, avait fait 151 morts, dont plusieurs élèves. Une autre zone d'insécurité, mais cette fois en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali, où un couvre-feu a été instauré à Ménaka par le gouverneur de la ville de 20 h à 5 h du matin. Une décision qui fait suite à une série de braquages à main armée. Dans cette localité de la région de Gao, les patrouilles communes entre les groupes armés et les soldats maliens ont également repris dans la foulée. En début de semaine, la coordination des ONG internationales de Ménaka a en effet suspendu pendant 48 heures toutes les activités humanitaires pour protester contre un énième braquage à main armée. En Afrique australe, maintenant, sachez que le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a nommé les premiers membres de son gouvernement, un attelage dominé par l'armée et la vieille garde de la ZANU-PF qui hérite des ministères clés, notamment celui des Affaires étrangères, confié au général Sibusiso Moyo. Si le président Mnangagwa a conservé dans son gouvernement la vieille garde de la ZANU-PF, il a toutefois pris soin de se débarrasser de la faction rivale au sein du parti qui soutenait la première dame Grace Mugabe. Il faut signaler qu'aucun membre de l'opposition ne figure dans le premier gouvernement de l'ancien bras droit de Robert Mugabe. Robert Mugabe qui a démissionné de la présidence le 21 novembre sous la pression de l'armée, de la rue et de son parti, la ZANU-PF. Members of the Defense Forces, Army and Air Force. Was this a parade for the Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, who is now the new president? And of course, after this, he has taken oath of office. Intéressons-nous maintenant au tirage au sort de la phase finale du mondial de football en Russie. Toutes les poules seront dévoilées aujourd'hui. Rappelons que le Sénégal et le Maroc participent à ce mondial et les poules donc doivent être dévoilées aujourd'hui, normalement prévues à 15 h GMT. Et plus de détails sur ce mondial à présent avec Jalal Bouzrara, notre envoyé spécial à Moscou. Oui, effectivement, ça va être donc le début pour l'équipe du Maroc dans ce voyage qui nous mènera donc 200 jours à peu près à cette Coupe du Monde. Le tirage au sort pour connaître les futurs adversaires des Lions de l'Atlas. Des Lions de l'Atlas qui se trouvent dans le dernier chapeau, le chapeau 4, et qui devraient avoir un groupe difficile, un groupe musclé. C'est pas la même chose comme je le disais tout à l'heure, hein, avec le risque de tomber sur deux grosses sélections et de voir ses chances un petit peu de qualification baisser. Mais bon, le tirage au sort est prévu ce vendredi. L'équipe du Maroc, et j'ai eu tout à l'heure un entretien amical et en off avec Hervé Renard. On espère bien entendu un tirage facile. Lui, il parlait de pourquoi pas croiser l'équipe de France lors de ces matchs du premier tour. Une petite revanche pour le technicien français. Pourquoi pas la Russie, la sélection du pays hôte, avec pourquoi pas un rêve. Allez, l'équipe du Maroc en match d'ouverture de cette Coupe du Monde, ça veut dire que l'équipe du Maroc croisera la Russie pour son premier match. On reste très optimiste et on insiste sur l'importance de ce tirage au sort car il délimite un petit peu les chances de chacune des sélections et leur éventuel parcours lors de cette Coupe du Monde. Et maintenant, à l'occasion de la fête du Maolid qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, une procession de cierges est organisée chaque année dans la ville marocaine de Salé. Ce festival de cierges qui représente la riche tradition culturelle et régionale du royaume trouve son origine dans un profond respect du passé. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, un festival riche en couleurs, rythmé par des pas de danse harmonisés. Cet événement annuel vise également à faire connaître le patrimoine matériel et immatériel et à favoriser la prise de conscience de la nécessité de sa préservation. C'est tout pour ce journal. Merci de nous rester fidèles. Agréable week-end et excellente suite des programmes sur Medi 1 TV Afrique.